J'ai pas réfléchi à 3 fois et on a habité ensemble et là c'était la tata. C'était des chantages émotionnels. Il disait toujours je suis sûr que tu fais des choses mais genre tu les caches bien. C'était les contrôles de téléphone, des menaces de suicide, ça me tapait. On est passé de te suivre dans la rue pour vérifier où tu vas à vérifier tes sous-vêtements. Je me suis jamais imaginé qu'un jour j'allais dormir en cellule. J'ai compris tout de suite que je m'étais embarquée dans une histoire sans fin en fait. Hello mes colorés d'amour, bienvenue dans un nouvel épisode de Couleurs et compagnie. Je suis avec ma petite sœur qui est l'invitée du jour. On fait ça chez elle, raison pour laquelle le setup n'est pas du tout le même. On va parler d'une histoire quand même personnelle. Donc je suis contente que tu aies accepté de partager cette partie de ta vie. Avant de commencer, je vais te laisser saluer les colorés. Coucou les colorés, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Deka, je suis la petite sœur de Christelle. Aujourd'hui je partage avec vous une histoire personnelle que j'ai vécue. Une histoire toxique qui a quand même eu un impact négatif sur ma vie. Est-ce que tu pourrais nous raconter en quelques lignes à quel moment de ta vie tu as rencontré cette personne? Tu avais quel âge? Est-ce que tu vivais une galère en particulier? Bref, comment est-ce que tu as rencontré cette personne? Donc c'était il y a quelques années. J'avais pas encore 25 ans. Je travaillais et j'étais célibataire. Je vivais toute seule. Voilà, j'étais pas en région parisienne, j'étais en Île-de-France. Non, j'étais en Bretagne. Ah oui. À l'époque, j'étais en Bretagne et je me sentais assez seule et tout. Et c'est quelqu'un que j'ai rencontré sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, par rapport à ça, je dirais faut quand même essayer de se méfier parce que on a longtemps parlé vu qu'on n'était pas dans la même région. C'est-à-dire on avait déjà tissé des liens avant de se rencontrer. Parce qu'on a parlé pendant des mois, 2, 3 mois, un truc comme ça. Ça fait partie de ta vie, en fait, cette personne s'invite dans ta vie, ça fait partie de ta routine. Ça a eu un impact dans le sens où je me suis attachée à cette personne bien avant de l'avoir rencontrée. Déjà là, ça fausse un peu le jugement à la première rencontre. Vous êtes mis en couple assez rapidement ou vous êtes mis en couple avant de vous rencontrer? Non mais pour de vrai, on était déjà en couple avant de se rencontrer parce que ça allait assez vite. À force de parler presque tous les jours. Oui. Parce que moi, je suis quelqu'un, j'ai pas assez d'amis. Plusieurs connaissances, mais pas assez d'amis. Je parlais pas avec assez de personnes. Et cette personne est rentrée dans ma vie, on s'est très vite attachés. On était déjà en couple. On avait même déjà établi certaines règles avant même de se rencontrer, en fait. D'accord. Tout en précisant que quand même, quand tu étais en Bretagne, c'était une étape très difficile parce que c'était vraiment une solitude. Oui, en Bretagne, voilà, je dis que j'étais très très seule, je me sentais seule et tout. Donc ton jugement a pu être erroné. Oui, voilà, il y a certaines choses dont je me suis pas méfiée. Quels étaient pour toi des signes, genre des red flags, mais qui pour toi, au moment où ces signes prenaient place, ce n'étaient pas en fait des red flags, tu les as pas considérés comme tels. Tu t'es peut-être dit, oh, c'est normal, c'est pas grand chose. Faut dire que avant qu'on se rencontre en vrai, il n'y avait pas de red flag. Tout était parfait, c'était vraiment fluide, ça se passait très très bien, on parlait de tout. Et j'avais une certaine image de cette personne que elle laissait paraître en fait. D'accord. Les red flags commencent lorsque on se rencontre pour de vrai, pas le premier jour. D'accord. Lorsque je quitte la région où j'étais pour venir dans la région où lui il vivait. Du coup, voilà, vous vous installez assez rapidement ensemble. Non, on n'était pas d'abord installés ensemble. D'accord. Voilà, je viens d'abord dans sa région et je reste chez une connaissance à moi, mais on se voit plus régulièrement déjà. Les red flags ont commencé là, dans le sens où les petites jalousies, du genre on t'appelle, 1 minute après tu rappelles, mais c'est des histoires, c'est tu étais où, pourquoi t'as pas répondu, mais pas le pourquoi t'as pas répondu de manière vite fait. Non. Si la personne t'appelle, que t'as pas répondu en quelques secondes, quelques minutes, même moins de 5 minutes, c'est en mode la paranoïa. Je trouvais ça mignon. Voilà mon erreur. Première erreur. Je trouvais ça très mignon, en fait. Je me dis, ah ouais, franchement, rencontrer quelqu'un qui est aussi attaché à toi, qui t'aime tellement que cette personne ne peut pas supporter de passer des minutes sans t'entendre, tu vois. À quel moment de la relation tu te dis, mais tiens, en fait, c'est pas normal, c'est une relation toxique. Est-ce que tu as une manière de pouvoir décrire cette relation qui te permet de mettre ce mot pervers narcissique, toxicité? Ok, je sais pas si je vais dire c'est le moment où je commence à me méfier, mais bon, pas vraiment. C'était pas prévu que cette personne et moi habitions ensemble. C'était des chantages émotionnels. Cette personne aimait beaucoup utiliser sa mère pour me convaincre. Voilà, c'est une mère assez disponible, une mère assez cool pour cette personne. Donc cette personne utilisait beaucoup sa mère pour me convaincre à prendre certaines décisions. Je dis pas forcément que c'est cette dame qui a tout, mais j'étais consentante, mais avec un peu d'appui, un peu d'encouragement. Voilà. À la base, c'était pas prévu qu'on habite ensemble et c'était vraiment la plus grosse erreur de vraiment, je sais pas comment l'expliquer. C'était une erreur monumentale, ne vraiment pas réfléchir. J'ai pas réfléchi à 3 fois et on a habité ensemble et là c'était la tata. Quels sont les signes qui t'ont permis du coup de te dire tiens, cette relation est toxique
et que je suis avec un pervers narcissique. Franchement, je connaissais pas ce terme. Okay. Genre, je regarde assez d'émissions, assez de reportages, donc oui. Mais je voyais pas ça comme ça. C'est les gens de relation. Lorsque tu es dedans, tu ne t'en rends pas forcément compte de ce que tu vis, de ce qui est en train de se passer. Mais moi, j'ai commencé à me méfier, commencé à avoir peur, commencé à savoir que c'était une histoire qui n'allait pas fonctionner. À partir du moment où c'était les contrôles de téléphone, parce que il avait mon code. Donc c'était les contrôles de téléphone. À chaque fois que tu sors, même si tu vas à la boutique, même si tu vas au magasin pour acheter un truc, dès que tu reviens, il doit regarder dans ton téléphone qui t'a écrit, qui t'a pas écrit, qui t'a appelé. Est-ce que t'es pas sorti pour appeler quelqu'un? Est-ce que quelqu'un t'a pas appelé quand t'es sorti? Est-ce qu'on t'a pas dragué? Voilà, ça a commencé comme ça. Après, c'était quelqu'un qui pleurait pour un oui, pour un non. T'aimais beaucoup manipuler par rapport aux pleurs. Du coup, pour un homme, c'est comme une vulnérabilité. Tu lui dis, oh là là. Exactement. Franchement, au début, vulnérable. c'est des signes, c'est des gestes que j'ai trouvé extrêmement mignons. Je me suis dit, waouh, il est tellement sensible. Waouh, en fait, franchement, j'étais dans waouh. J'ai reçu beaucoup d'amour et dans l'enfance et dans ma vie de tous les jours. Mais, c'est extraordinaire. C'est quand même touchant de vivre avec quelqu'un qui est aussi attaché à toi, qui pleure lorsque tu as lui dit, par exemple, genre, si ça me plaît pas. À chaque fois que tu te plains d'un comportement, je vais te quitter, franchement, parce que ça, c'est des choses, ça ne va pas avec moi. Et la personne va se mettre à pleurer, commence à te supplier, je peux pas vivre sans toi. En fait, la personne te fait croire un petit peu de temps que la relation est déjà tellement vieille. Exactement. Que tu peux même pas escape, tu peux même pas. C'est un niveau, c'est tellement intense. C'était tellement intense que, en moins d'un an, t'as l'impression d'avoir vécu 10 ans avec cette personne. Que cette personne. une illusion, en fait. T'es tout pour cette personne, t'es toute sa vie, vraiment toute son énergie. Il peut rien sans toi et tout. Et franchement, en tant que femme, c'est flatteur. Je sais pas comment je vais dire ça. J'ai pas envie de me donner un genre, mais c'est réellement ça, en fait. Dans la réalité, c'est que tu te sens vraiment flatté. Tu dis, waouh, moi, je suis unique. Voilà, mon homme, il m'aime comme ça. Il m'aime comme ça, il peut rien sans moi. Parce que c'était à tel point, à un tel niveau où, à la moindre dispute, il ne va pas au travail. Ah oui. Ouais, à la moindre dispute, il n'allait pas au travail. Il allait appeler, il a dû tuer sa grand-mère au moins 100 fois au travail. Bah oui, parce qu'à la moindre dispute, il restait à la maison toute la journée. Tant que c'était pas réglé, tant que tu te défâchais pas, c'était vraiment franchement, aujourd'hui, moi, j'appelle ça du chantage émotionnel. Parce que parfois, tu préfères éviter les disputes, même quand il a pas raison, même quand il fait du n'importe quoi. Je préférais ne pas en parler. Parce que je sais que, mais si j'en parle, demain, il ira pas au travail, ce sera toute une crise difficile à réparer. Et si tu devais décrire cette période que tu as vécue, en quelques mots, comment tu décrirais ces moments? Expérience. Bonne expérience. Voilà. Moi, je décris ça comme ça. Je le prends pas du tout en mal parce que je suis quelqu'un d'assez simple. J'ai compris dans la vie que j'ai droit à faire des erreurs. Et pour être intelligente, pour être sage, il faut passer parfois par certaines expériences de la vie qui te font comprendre des choses plus tard. C'est ouf quand même qu'une personne n'aille pas au travail parce que vous avez disputé et tout. Mais il y a eu pire. Voilà. Bien sûr. Vu que je suis pas étrangère à l'histoire, il y a eu pire. Donc, à quel moment ça a commencé vraiment à se dégrader? Bon, ça a commencé à se dégrader lorsqu'on passe de fouiller dans ton téléphone à te suivre dans la rue sans que tu saches. Par exemple, tu vas chez une copine, je prends les transports et arrivé chez cette copine ou à la gare de cette copine, tu te rends compte que en fait ton conjoint il t'a suivi en fait. Et je te jure que les personnes qui vivent avec les transports qui sont pas véhiculés, il faut faire des correspondances, donc c'est pas évident de suivre quelqu'un à travers les correspondances. Donc quand tu te rends compte que quelqu'un a été assez mesquin pour te suivre à travers les correspondances jusqu'à arriver à destination pour vérifier que tu partais vraiment sur la porte que t'as dit, en fait, c'est traumatisant. Red flag. Red flag. Là, ça a commencé vraiment chaud, en fait. Ça a commencé vraiment très chaud. Et le pire là où j'ai vraiment su que bon, ce n'est pas du tout mignon, c'est plutôt toxique et bizarre. Et c'est plutôt vraiment bizarre. C'est là où on est passé. D'abord, c'était la fouille dans le téléphone, donc on trouve rien. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut la suivre pour être vraiment sûr, parce que il disait toujours, je suis sûr que tu fais des choses, mais genre tu les caches bien. Moi, je disais, ben non, tu vois. Donc du coup, on fouille dans le téléphone, on trouve rien. On garde le téléphone toute la nuit, on trouve rien. On reçoit pas de messages bizarres. On dort sur ton Snap, on trouve rien. Donc après, c'est passé de ça à te suivre. Et ensuite, pour la dernière étape, on est passé de te suivre dans la rue pour vérifier où tu vas à vérifier tes sous-vêtements. Voilà. Non. Ouais, c'est... Waouh. Ouais, c'est vraiment ça, c'était la goutte d'eau. Franchement, je me suis dit... limite, la personne est malade. Franchement, j'ai dit non. Et t'as oublié aussi les tentatives de suicide, les menaces. Mais oui, ça, en fait,
il y a tellement de choses. Il y a tellement de choses, en fait. Quand je dis le chantage émotionnel, c'est des choses, en fait, pour, en fait, il y a tellement de vécu, il y a tellement de choses qui ont été vécues que je sais même pas par où commencer. Quand je dis, on est passé des fouilles dans le téléphone à je te suis, ça veut pas dire que j'ai accepté les fouilles dans le téléphone, ni que j'ai accepté qu'on me suive. Parce que à chaque fois, tu fais des histoires, je veux plus jamais que tu me suives, je veux plus jamais que tu fouilles dans mon téléphone. Sinon, je vais te quitter, sinon je vais partir parce que je vais pas le supporter. La personne va s'amuser à boire de la javel, la personne va s'amuser à passer par la fenêtre, à faire semblant de passer par la fenêtre parce que justement, franchement, personnellement, on n'arrive pas jusque, voilà, finalement, on n'arrive pas jusqu'au bout. C'est des menaces de suicide, c'est des tentatives, des semblants, franchement, parce que une fois, j'ai menacé de le quitter, d'ailleurs, j'étais partie. Et il a fait quoi? Il a devant moi, il a ouvert une bouteille de javel. Il a commencé à boire le contenu et tout. Et moi, j'étais en panique. Par la suite, j'ai constaté que c'était de l'eau. Voilà. C'était de l'eau, il avait vidé la bouteille de javel, il avait bien rincé, je crois, au moins 1000 fois. Donc, il avait préparé son coup voilà, déjà. il avait bien rincé et il avait mis de l'eau à la place. Donc, dès que j'ai dit, je pars, bah, il prend la bouteille de javel, met dans sa bouche, je commence à boire et moi, je suis en panique, je commence à pleurer. Je commence à dire, non, pas pour moi, tu vas pas te tuer. Genre, je commence à faire mon scénario, quoi. Et après, la personne se lève en mode, non, j'ai rien, vas-y. Les gens t'appellent les urgences. En fait, c'est... Et c'est comme si quand les urgentistes arrivent, c'est comme si tu avais menti. En fait, le délire, c'est quoi? C'est simple. La personne fait semblant de boire de la javel et fait semblant de suffoquer. En fait, c'est comme un film d'horreur, quoi. Il y a pas d'autre mot parce que c'est comme un film d'horreur. En fait, ce que je trouvais mignon est devenu mon pire cauchemar, en fait. Parce qu'il a fait semblant, et ça, il a fait plusieurs fois, hein. Il fait semblant de boire de la javel. Ensuite, t'appelles les urgences. Et pendant que tu es au téléphone avec les gens des urgences, ils te disent, mais madame, quels sont les signes? Qu'est-ce qu'il fait? Je dis, mais il convulse, je sais pas quoi. T'es en panique et tout. Et là, il y a le gars qui se lève, qui dit, bah non, je vais bien, c'est une menteuse, elle a rien. En fait, c'était une dinguerie. À un moment, je me suis demandé si vraiment il n'avait pas une réelle maladie mentale. Est-ce qu'à un moment, il y a eu des choses qui t'ont fait douter de toi? Parce que, à un moment, tu te dis, mais est-ce que c'est pas moi le problème, peut-être? Non, jamais. Non, jamais. Parce que je suis quelqu'un, j'ai beaucoup confiance en moi. Je savais direct que j'étais dans une histoire basadeuse, en fait. Je savais que je m'étais vraiment trompée sur cette personne. C'était lui le rêve, pas moi. J'ai compris tout de suite que je m'étais embarquée dans une histoire sans fin, en fait. D'accord. J'ai pas trouvé ça... Au début, je trouvais ça mignon, comme j'ai dit dans la vidéo. Au début, je trouvais ça très mignon, des petits signes. Vous allez au magasin, c'est le premier gars à prendre ton pied, à mettre sur son pied, à t'enlever ta chaussure, à te la mettre et tout. En fait, devant les gens, il fallait qu'il passe absolument pour le mec parfait. Devant les gens. Le genre idéal. Le genre idéal. Ça dit, il va t'attraper, il va te tenir la main, tes bagages, ton sac à main. Il disait jamais non à rien. Pour toi, il est prêt à tout. Pour toi, il est prêt à tout. Comme dans les films réellement. Mais en vrai, c'était un vrai dingue. Est-ce que tu accepterais de parler de la dernière nuit en tant que couple, on veut dire? Ça, c'est même pas la dernière nuit. Le problème, c'est la dernière journée. Passer ensemble. Voilà. Pas simplement la nuit, c'est vraiment la dernière journée. Faut savoir que ce copain-là, je lui avais carrément interdit de consommer de l'alcool fort. Et tout ce qui est whisky et consort. Mais à chaque fois qu'il voulait consommer ce genre d'alcool, il essayait de créer une petite dispute banale. Comme ça, il sort de la maison, il va au supermarché, il prend ça et il fait le fou avec. Voilà. Donc moi, un jour, on avait eu une dispute par rapport à ça. Et là, j'étais vraiment à bout. Je lui avais dit, la prochaine fois que tu consommes de l'alcool fort, toi et moi, c'est fini. Et là, je rigole pas, en fait. C'est vraiment terminé. Donc, ce jour-là, notre dernière journée, c'était normal comme tous les jours. Moi, je devais faire une course, je crois. Et il y a eu une dispute banale par rapport à, je ne sais même plus. C'était tellement banal que je m'en rappelle même plus. D'accord. Et comme d'hab, il est parti acheter de l'alcool fort. Il a commencé à boire. Et quand c'est comme ça, après, il va faire le fou. Oui. Donc, moi, automatiquement, bah, j'ai pris ma décision de partir sur le champ. D'accord. J'ai pris la décision de partir sur le champ. Mais pour partir, t'as des affaires. Oui. Il faut un minimum, quelqu'un puisse t'aider, tout ça. Donc, je prends mon téléphone, je préviens ma cousine. Je préviens ma cousine par message. Je parle avec elle par message. Je dis, oui, excuse-moi, est-ce que tu peux venir me chercher? Parce que là, je suis vraiment dans la mouise. Je suis vraiment dans une situation où je dois partir, vraiment. Si tu veux, tu peux juste venir me chercher avec quelques affaires. Je prendrai pas toutes mes affaires. Le juste nécessaire et tout. Et j'avais 2 téléphones à l'époque. Je mets mes téléphones en charge. Je mets mon ordinateur en charge. Je me dis, bon, je vais prendre une douche. Quand je vais sortir de la douche, c'est fini. Patati, je lui dis, terminé, j'y vais. Et bah, seulement, il a senti. Du coup, je rentre dans la douche, je prends ma douche. Je ressors. Il y a plus mes 2 téléphones, il y a plus mon ordinateur. Il a bloqué.
Je sais pas. Tu peux pas joindre Et quelqu'un. il est sorti il est parti mettre je ne sais où, je n'ai aucun numéro en tête, je n'ai pas d'autre téléphone, je suis seule dans la maison avec lui. Au bout de ma vie, j'ai pas fixé l'heure à ma cousine, elle connaît pas l'adresse, on s'est juste entendu. C'est impossible de t'aider. Voilà. Donc, je sais pas comment contacter qui que ce soit. Ça dit, la seule solution, c'était là, je sors, soit je sors directement de cette maison sans affaires, je fais ma vie, ou soit je lutte et je sors avec mes affaires parce que j'ai su qu'il allait pas se laisser faire. Dès que je suis sortie, il a dit ouais, je sais que tu veux partir parce que je l'ai lu. Commençait à dire des gros mots, insulter ma cousine, ma grande sœur, qui est toi? Oui, ça. Ah, t'as pris cher, désolé. Oui, ça c'est clair. Du coup, commençait à te traiter de tous les noms, envoyer des messages, appeler les gens avec son téléphone, les traiter de tout de noms, sorcier, sorcière, c'est toi qui veux nous séparer. Bref, oui, j'ai pris. Il a commencé à péter les plans, et moi qui disais, quel que soit ce que tu vas faire, je vais partir. Donc, quand j'ai dit cette phrase, bah, ça lui a fait péter les plombs. Il a dit, bon, si tu veux partir, pas de souci, tu vas partir. Il a ouvert la fenêtre, et je crois notre chambre était au premier étage, et mes affaires sont passées par la fenêtre, quoi. Voilà. Il a fait passer mes affaires par la fenêtre, tranquillement, comme tu veux partir. Il y a pas de souci, tu vas partir. Mais tu vas pas partir, franchement, comme ça. C'est impossible. Par la fenêtre. Tu vas partir, mais tu vas partir en mode en fanfare. Moi, pour moi, c'était pas grave. Le plus important, c'est que là, t'as compris que je vais partir. Ça, c'est tout ce qui m'intéressait. Donc, moi, je suis quelqu'un, je ne suis pas, en fait, je suis non violente. Et verbalement, et physiquement, je déteste la violence sous toutes ses formes. Donc, du coup, moi, j'ai su que là, c'était de la provocation. En mode, je te provoque, réponds pour que je puisse te faire quelque chose. Donc, moi, je voulais pas tomber dans ce jeu-là. Et du coup, bah, je n'ai rien fait. J'ai pas réagi du tout. D'accord. Zéro réaction, je descends. Il renverse mes affaires, je fais mes affaires tranquillement. Et là, c'était calme comme ça jusqu'à ce que sa mère arrive. Il avait une relation assez atypique avec sa mère. Je sais pas comment l'expliquer. Et bon, je vais pas trop parler de ça. Mais il avait une relation assez atypique avec sa mère. Ça dit, il pouvait être calme, mais dès qu'il voyait sa mère, c'est comme s'il avait besoin de lui prouver qu'il était fou. Voilà. Il se contentait juste de balancer mes affaires de la fenêtre au sol. Donc moi, j'étais juste au rez-de-chaussée, genre dehors. Je me contentais aussi de ramasser mes affaires. Ça allait dans ce sens-là jusqu'à ce que sa mère arrive et gare sa voiture. Et là, ça fait boum. Ouais, c'est lui qui l'avait appelé pour dire oui, Deka, elle veut partir, nanani, nanana, tout ça. Donc elle est arrivée, elle a commencé à calmer les choses, commencé à me calmer, commencé à le calmer. En tout cas, elle a commencé à calmer les choses en tant qu'une bonne mère. Elle a commencé à calmer les choses, dit non, calmez-vous. Et là, il est devenu fou parce qu'il a vu sa mère. Là, les affaires sont passées de la fenêtre au sol en vitesse rapide. Et après, il est descendu. Là, c'est parti vraiment en cacahuète. Parce que vu que je ne réagissais pas, ça l'énervait en fait. Moi, je réagissais, plus ça l'énervait. Parce qu'il aurait tellement aimé que je réagisse par rapport à ce qu'il fait. Pour se libérer en fait. Être violent, commencer à me taper. Parce que c'est quelqu'un à la base, j'ai découvert par la suite. C'est quelqu'un qui tape les femmes. Mais moi, il avait tellement peur de me perdre. Parce que je lui avais dit, moi, tu me tapes terminé. Automatiquement. Donc, du coup, il m'avait jamais tapé. Mais là, c'est le dernier jour. Il n'avait plus rien à perdre. Il m'a pas loupé. Donc là, c'est parti en cacahuète. C'était bagarre. Ça me tapait. Et en voulant séparer, il a même tapé sa propre mère. Qui a failli tomber ou qui est tombée. Je me rappelle plus. Donc, je crois qu'elle est tombée. Ouais, je crois qu'elle est tombée. Il tabassait sa mère qui voulait séparer. Bref. Donc, dans ça, les voisins, ils ont appelé la police. C'était normal. Donc, lorsque la gendarmerie arrive, pose pas de questions, ils ont battu tous les deux. Et là, j'ai vraiment, franchement, jusqu'à aujourd'hui, ça me touche, en fait. Parce que je m'étais jamais imaginé un jour partir. En fait, je suis non violente. J'aime pas la violence, j'aime pas les histoires. Je me rappellerai plus. J'essaye d'être dans la légalité le plus possible. Je me suis jamais imaginé qu'un jour j'allais dormir en cellule. Et là, on va en cellule. Et pendant tout ce temps, nous, on ne sait pas. On arrive au commissariat. Personne ne sait, j'ai pas de téléphone. Tu n'as pas accès à ton téléphone. J'ai pas mon téléphone. Quand je lui dis donne-moi mon téléphone, c'est je sais pas qui l'a pris, c'est pas moi. Donc tu démerdes et tout. En fait, il voulait vraiment me faire comprendre que là, tu vas vivre un sale moment. Et là, j'ai vécu un sale moment. Parce qu'on arrive là-bas, au lieu de poser des questions, ils nous disent écoutez, il fait nuit, donc nous, on ne peut pas vous auditionner cette nuit. Du coup, vous allez dormir en cellule. Ça va vous permettre de vous calmer. Là, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Je me suis imaginé, je me voyais déjà comme la pire des criminels. Je me voyais déjà comme, ah non, mais là, j'ai pas supporté. Je me suis dit, mais pourquoi je mérite pas ça? Le seul fait de vouloir partir. Mais d'un autre côté, je me disais, ben voilà, ça sert à ça quand tu réfléchis pas trop avant de rentrer dans une relation. Là, t'es en train de payer ta bêtise. Là, t'es en train de... En fait, j'ai commencé à m'en vouloir moi-même. À partir du moment où on est arrivé en cellule,
là, je commençais à m'en vouloir moi-même. J'ai commencé à m'insulter. Ça me dit, mais c'est pas possible d'être aussi naïf, d'être aussi CON en fait. Pourquoi t'as pas pu avoir assez de jugeote pour voir que ça n'allait pas le faire. C'est vrai, il avait tout physiquement, il était vraiment mignon, gentil, il parlait bien. Je me suis laissé avoir, je me demandais, mais pourquoi? T'es sérieuse toi? Regarde ce que tu t'imposes. Parce que moi, je suis quelqu'un, je m'aime trop, en fait, pour me faire souffrir moi-même. C'est impossible. Donc là, j'étais vraiment au bout de ma vie. On est là-bas, on dort là-bas, et c'est un calvaire toute la nuit, j'ai pas dormi. Ce qui faisait que, il m'insultait avec de gros mots pendant 10 secondes. Les 5 secondes plus tard, c'était je t'aime. Je peux jamais montrer quand même aux gendarmes que tu... Exactement, que j'étais pas folle, en fait. Voilà. Parce que c'était pendant 1 minute, des injures. Pendant 5 minutes, c'était je t'aime, je suis pas vivre sans toi. T'es la femme de ma vie. Et la minute d'après, c'est tu es une tana, Bref, tu vois. C'était tout ça, toute la nuit. Je me dis, mais ce gars, il a pas sommeil ou quoi? Jusqu'à ce que le matin, on nous écoute et qu'il me donne raison. Donc, on me libère pour que je puisse prendre mes affaires, on le garde. Et c'est comme ça que j'ai pu me libérer. Je suis partie, j'ai jamais tourné la tête. Mais même après la rupture, c'était encore un autre calvaire à vivre. Ah oui. C'était menace sur menace, je vais tuer, je vais me suicider. Il a essayé, je vais me suicider, mais vu que ça passait pas, c'était menace sur menace, je vais te tuer, regarde derrière toi dans la rue. En tout cas, franchement, moi quand je dis, en un mot, je dis expérience. Aujourd'hui, ça remonte maintenant à pas mal d'années. Quelles sont pour toi, de manière brève, des ressources ou des personnes qui t'ont aidé à pouvoir te reconstruire? Je lui ai dit Dieu. Donc cette histoire-là, c'était pas Dieu, franchement. Toi-même, tu baisses dans ta propre estime parce que tu dis, mais c'est pas possible. J'ai pas pu tomber aussi bas, tu vois. Après, la famille, oui, parce que voilà, comme j'ai une famille qui me soutient contre vents et marées. Ça d'ailleurs, c'est une très très grande chance. Je ne me sens jamais jugée. C'est-à-dire, on ne m'a jamais jugée pour me dire oui, pour ma bêtise. Parce que c'est bien fait pour ta pomme. Tu as cherché quelque chose. Au mode, c'est bien fait, tu te démerdes et tout. Non. La famille a toujours été là pour moi. Mais on va dire, je me suis reconstruite toute seule. Une fois que je suis plus dans l'histoire, je suis plus dedans. Même à 1 minute, je suis déjà plus dedans. Terminé. Je pense que ton tempérament, ton caractère, ta personnalité. Mon caractère, ma personnalité m'a beaucoup aidé dans cette histoire-là. Parce qu'à la minute où j'ai décidé de plus être dedans, déjà mon cerveau, mon âme, mon esprit, plus rien n'était dedans. Donc j'ai même pas eu besoin de penser à ça, me ressasser ça pendant des temps et des temps, jamais de la vie. Ma seule question c'était est-ce qu'il va m'oublier? Je priais tous les jours dur pour qu'il rencontre quelqu'un d'autre pour m'oublier vite en fait. Voilà, parce que tant qu'il rencontrait pas quelqu'un d'autre, c'était pas en paix. Pendant des mois, il m'a fait galérer C'était des menaces parce qu'il avait encore mes 2 téléphones. Il appelait les gens de mon répertoire pour les insulter. J'ai dû bloquer pas mal de comptes Facebook, Snap, tout ça parce que il menaçait, il me disait oui, tu sais, parfois à la maison lorsque tu te douchais, je te filmais. Donc du coup, si tu refuses de m'écouter et comme ils connaissent pas mon nouveau numéro, il parlait à des amis que j'allais forcément voir, en fait, que j'allais forcément croiser. Voilà, donc il leur disait dites-lui si elle ne me répond pas. Je vais balancer des vidéos d'elle. Je vais balancer des vidéos d'elle lorsqu'elle était sous la douche, tout ça. Du coup, j'ai bloqué mon Snap, j'ai bloqué mon Facebook et mon Snap de l'époque, tous mes réseaux pour reprendre tout à zéro. Heureusement que mentalement aussi, je lui ai dit, on est quand même posés toutes les deux là-dessus, parce qu'il n'arrêtait pas de m'appeler, il me dit, mais tu te rends compte, t'es mariée, t'as des enfants, et t'es égoïste en fait. Donc pour toi, ta sœur, elle n'a pas grand bonheur. Donc pour toi, tu dois être la seule à être mariée. Ah, mais tu fais pitié. Et c'était que ça. Et la nuit d'après, mais s'il te plaît, dis-lui que je l'aime. Donc c'était assez fou. C'était vraiment assez dingue. Mais ne m'appelle plus en fait, ne m'appelle plus. T'as beau le bloquer, il prenait un autre numéro bizarre pour t'appeler dans la minute qui suit quoi. Ce qui sauve, c'est avoir du caractère. Ça dit dans son situation, moi je dirais, faut pas s'en vouloir longtemps. T'as fait une erreur, c'est bon, t'as compris. On passe à autre chose, c'est bon. Tu vas pas penser en mode ah oui ces textes là, ah pourquoi je l'aimais, ah non. Moi j'ai pas ce temps. Moi à partir du moment où c'est fini, mais c'est les 18h01 à 18h02 terminé, je suis célibataire, moi je passe à autre chose, terminé, je t'oublie. Et j'ai une question que j'aime bien poser dans mon épisode, c'est si tu devais te parler à toi, genre toi aujourd'hui, la Déca d'aujourd'hui, si elle devait parler à la Déca qui vivait ce moment, qu'est-ce que tu lui dirais? Je dirais à la Déca de ce moment-là, qui vivait ce moment, en plein moment, je lui dirais vis ça, vis ça. Voilà. Regrette rien, vis ça. Parce que parfois, pour comprendre aujourd'hui l'état d'esprit que j'ai, les choses que j'ai compris, en tout cas, c'est une expérience. C'est une expérience. Voilà. Personne n'a cette expérience, c'est mon expérience à moi perso. Je sais ce que ça m'a fait comprendre. Voilà. Donc, je peux pas regretter cette expérience. Donc, même à la décade avant, je lui dirais, vis tout ce que tu as vécu. T'en as déjà parlé, mais si tu dois faire un résumé pour quelqu'un qui te regarde, comment cette personne pourrait
percevoir des signes d'un père narcissique? Franchement, c'est assez relatif. Hein. Je dirais à une femme ou à une fille de se méfier, de faire la différence entre ce qui est mignon et ce qui est bizarre. La jalousie excessive, sans raison. Se méfier d'un homme qui a pas confiance en lui. Ça, c'est très dangereux. Ça, c'est très, très dangereux parce que dans tous les sens, hein, dans tous les sens, un homme qui a pas confiance en lui, c'est très dangereux. Se méfier, un homme qui manipule avec les pleurs. Et quel message tu souhaiterais adresser à une personne, du coup, qui vivrait ce genre de relation? C'est de s'aimer. Ok, s'aimer. Voilà, premier conseil, c'est de s'aimer assez. Parce que tu sais, quand tu t'aimes assez, il y a certaines choses que tu ne peux pas vivre. Ton corps, tu ne peux pas t'imposer ça. S'aimer assez, être vrai avec soi-même. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur les filles. Le conseil, n'ayez pas peur de partir. N'ayez pas peur de vous dire, je me suis trompée, n'ayez pas honte. Parce que c'est ça en fait. C'est qu'à un moment, tu te rends compte que tu es avec un sacré fou. Mais ce qui t'intéresse, c'est qu'est-ce que les gens vont dire. Ah ouais, je vais encore recommencer ma vie à zéro. Et vous vivez ensemble. Tu sais, quand vous vivez ensemble, vous partagez les documents, les impôts, les courses, tes affaires là. Donc la flemme de recommencer tout ça, prendre ses affaires, aller chercher un autre appart, n'ayez pas peur. Aimez-vous. Écoutez-vous, aimez-vous. Et le conseil le plus important, c'est vraiment d'écouter son instinct. C'est l'instinct. Tu vois, l'instinct, c'est comme un truc qui te pique les oreilles lorsque il y a quelque chose qui se passe et ça ne te correspond pas, ça ne te convient pas. Mais tu dis, genre parfois ton oreille te pique, ton instinct te parle, mais tu préfères te dire, oh, non mais c'est pas grave, ça va aller, ça va passer, c'est rien. Et à force de plusieurs c'est rien, ça donne ça, ce que j'ai vécu. Voilà. En tout cas, merci beaucoup pour ton partage. Et j'essaie d'installer un petit rituel en fin de vidéo. Donc, l'émission, c'est couleur et compagnie. Si tu devais faire une phrase, mais en lien avec ton témoignage, avec couleur ou compagnie dans la phrase. Bah, il n'y a pas un exemple de phrase parce que là, moi, je sais pas quoi dire. Est-ce qu'il n'y a pas un exemple? Ça peut être par exemple. Ça peut être par exemple parce que j'ai osé me détacher d'une compagnie toxique. Je vis une vie en couleur. Tu vois ce que je veux dire? Mais t'as tout dit, c'est bon. Bon. Il ne faut pas avoir peur de se séparer des compagnies toxiques. Il faut s'aimer assez pour vivre ce qu'on mérite, pour avoir le courage de se débarrasser des mauvaises compagnies et avoir une belle vie en couleur. Merci beaucoup, Beka. Merci beaucoup. De rien. Pour ton histoire, ton courage, ton authenticité. Faut vraiment qu'on comprenne en tant que femme et même en tant que personne qu'une relation, même si elle sera faite de haut et de bas, n'est pas faite pour nous faire souffrir. On est censé se sentir aimé, on est censé se sentir soi. Bien sûr, il y aura des moments d'adaptation parce que ça va pas rouler comme sur des roulettes, mais ça doit être notre safe place. Est-ce que vous ou une personne de votre entourage a vécu une histoire semblable à celle de ma sœur? N'hésitez pas à partager votre témoignage aussi long qu'il peut être en commentaire parce qu'on ne sait jamais quelles sont ces personnes qui n'oseront pas dire, mais qui liront vos commentaires et qui diront mais c'est exactement ce que je vis actuellement. Et si vous êtes sorti de là, comment vous avez fait? Et si vous êtes toujours là-dedans, qu'est-ce qui vous retient? Voilà, c'est vraiment une émission qui est sans jugement. On met des mots sur des mots, donc des mots M-O-T-S sur des mots M-A-U-X. Voilà. Donc, c'est tout pour cet épisode. Je suis contente qu'on ait pu l'enregistrer. J'espère vraiment que vous ferez fi du setup, de l'éclairage et que vous allez vraiment vous concentrer sur le message qu'on voulait faire passer, sur vraiment se choisir, prioriser. Très important. Voilà, ça sera tout pour cet épisode. Je vous dis à très vite sur Couleur et compagnie. Au revoir.